Ah, l'espace, l'ultime frontière. Une vaste et mystérieuse étendue qui nous fascine depuis des siècles. Mais bien que nous en ayons appris pas mal sur le sujet, sachez que certains mensonges circulent encore aujourd'hui. Jetons un coup d'œil à certaines des plus flagrantes fictions et faisons la part des choses. Tout d'abord, nous croyons que l'espace est une espèce de territoire neutre et intact. Mais ce n'est pas exactement vrai. Cela fait des décennies que nous polluons l'espace avec nos débris. Il y a de vieux satellites, des pièces de fusée. En fait, plus de 20 000 morceaux de débris sont actuellement en orbite autour de la Terre. Et ils causent toutes sortes de problèmes pour les futures missions spatiales. Alors si vous prévoyez de visiter l'espace prochainement, faites un peu attention. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Saviez-vous que le Soleil n'est pas jaune? Il est vert, enfin, en quelque sorte. Vous voyez, les scientifiques mesurent la température d'une étoile par le spectre de couleurs qu'elle émet. Les étoiles les plus froides donnent du rouge et les plus chaudes donnent du bleu. Notre Soleil émet la plus grande partie de son énergie sur une longueur d'onde proche du vert. Mais comme il émet aussi d'autres longueurs d'onde, ça finit par faire un beau mélange que nos yeux perçoivent comme du blanc. De la Terre, cependant, le Soleil nous paraît jaune parce que notre atmosphère disperse très bien la lumière bleue. Si notre étoile était vraiment jaune, nous serions des ours polaires sur un caillou glacial. Et puis le Soleil ne brûle pas réellement. C'est une énorme boule de gaz composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Et elle fonctionne comme un gigantesque réacteur nucléaire, fusionnant constamment des atomes d'hydrogène pour créer de l'hélium à l'intérieur de son noyau. Ce processus libère d'énormes quantités d'énergie, et c'est pour ça que le Soleil est si chaud. Et en parlant de choses brûlantes, les explosions dans l'espace ne sont pas réelles. Désolé, les fans de Star Wars. Un vaisseau spatial ne peut pas exploser violemment, car il n'y a pas d'air dans l'espace. Pas d'air, ça signifie pas d'oxygène, et sans oxygène, pas de feu. Vous vous dites peut-être qu'il y a bien trop d'étoiles dans le ciel nocturne pour pouvoir les compter, mais en réalité, c'est possible. Selon le catalogue des étoiles brillantes de Yale, nous pouvons voir 9110 étoiles à l'œil nu depuis la Terre. Donc techniquement, vous pouvez les compter, mais vous risquez quand même de vous endormir avant d'avoir terminé. Vous êtes inquiet à l'idée de traverser une ceinture d'astéroïdes? Ne le soyez plus. Bien qu'elle contienne des billions de rochers qui vont du grain de poussière à un gros quart de lune, ils sont très espacés. La ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter, mesure 225 millions de kilomètres de large, soit 1,5 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Cela répartit les rochers sur des milliers de kilomètres de distance, rendant presque impossible une collision avec un vaisseau spatial. Gèleriez-vous instantanément dans l'espace sans combinaison? Non, vous ne vous transformeriez pas en glaçon tout de suite. Cela prendrait un peu de temps, car la chaleur et le froid ne se déplaçaient pas très rapidement dans le vide. Malheureusement pour vous, il y aurait un autre problème. Vous ne pourriez pas respirer. Après seulement 15 secondes, votre cerveau ne recevrait plus assez d'oxygène et vous perdriez connaissance. Ensuite, après seulement 2 minutes, c'en serait fini pour le reste de vos organes. Donc, en bref, si vous sortiez dans l'espace sans combinaison spatiale, votre balade ne durerait pas longtemps. Saviez-vous que l'espace n'a pas de température du tout? C'est parce que la température est définie par la vitesse à laquelle les particules se déplacent et par la quantité d'énergie qu'elles possèdent. Dans le vide de l'espace, il n'y a pas de déplacement de particules, donc pas de température. Bien sûr, certaines parties de l'espace sont très chaudes, par exemple les zones autour des étoiles, mais plus vous vous en éloignez, plus les particules s'éparpillent et plus il fait froid. En numéro 9, nous avons la forme de notre planète. Non, elle n'est pas plate, mais ce n'est pas non plus une sphère parfaite. Oui, elle se gonfle à l'équateur à cause de sa rotation. C'est un peu comme si la Terre dansait. Et à cause de ce gonflement, lancer des fusées depuis l'équateur est beaucoup plus facile que depuis les pôles. En ce qui concerne les sons dans l'espace, c'est un peu compliqué. Vous pourriez penser que personne ne vous entendra crier, mais ce n'est pas tout à fait exact. Les sons ont besoin de quelque chose à travers quoi voyager, comme l'air ou l'eau. Dans l'espace, les choses sont très éparpillées. Donc,
toutes ces grandes batailles spatiales et ces explosions galactiques seraient complètement silencieuses. Pourtant, certaines zones contiennent suffisamment de particules pour que le son puisse se propager. Par exemple, on peut entendre le trou noir au centre de l'amas de Persée. Un autre mythe concerne la gravité zéro. Ça n'existe pas. Il y a toujours un peu de gravité autour de la Station spatiale internationale, environ 90% de ce que nous ressentons sur notre bonne vieille Terre. Et si les astronautes flottent, c'est parce qu'ils sont essentiellement en chute libre autour de la planète. Soyons réalistes, la version d'Hollywood du voyage spatial ne tient pas debout. Certes, les orbites existent, mais avec des altitudes différentes, on a des vitesses différentes. Donc passer d'une orbite à une autre n'est pas exactement un jeu d'enfant. On ne peut pas simplement se lancer dans la bonne direction en espérant que ça se passe bien. Il faut prendre en compte les vitesses orbitales. Je pense au film de 2013 Gravity, dans lequel Sandra Bullock essaye de survivre dans l'espace. Les réalisateurs ont quelque peu transformé les faits, mais c'est pour le spectacle. En 1976, la sonde Viking 1 de la NASA a pris une photo d'une étrange formation rocheuse sur Mars. Ça ressemblait un peu à un visage. Certains ont affirmé qu'on tenait là la preuve de la vie extraterrestre sur la planète rouge. Mais la NASA avait une autre explication. Selon l'agence spatiale, ce visage n'était rien de plus qu'un tas de roches empilées de telle manière que les ombres qu'elles projetaient créaient une illusion, un dessin. Il s'avère qu'il ne s'agit que d'une colline ordinaire et très photogénique. Le système solaire ne bouge pas. Mensonge. Il traverse l'espace à une vitesse de 225 km par seconde, ce qui signifie qu'il file à travers le cosmos plus rapidement qu'un guépard chassant sa proie. Il faut 230 millions d'années au système solaire pour effectuer une orbite complète autour de la Voie lactée. Une bonne chose qu'ils ne reçoivent pas une amende pour excès de vitesse, car elle serait astronomique. Sans le Soleil, les planètes seraient plutôt froides, avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 270 degrés Celsius. Brrr. Mais grâce au Soleil, elles bénéficient de températures beaucoup plus agréables. Bien sûr, toutes les planètes ne sont pas égales. Mercure, par exemple, est la plus proche du Soleil. Vénus, elle, est plus éloignée, mais elle parvient quand même à être encore plus chaude que Mercure. La distance par rapport au Soleil n'est pas le seul facteur qui affecte la température d'une planète. D'autres choses, comme la taille de la planète et sa réflectivité, entrent également en jeu. Donc, dire que Mercure était la planète la plus chaude de notre système solaire est une proposition fausse. Non, ce n'est pas parce qu'elle est la plus proche du Soleil qu'elle est la plus chaude. Même si on nous a menti sur certaines choses, cela ne rend pas l'espace moins incroyable. C'est toujours une vaste, belle et absolument fascinante partie de notre univers. Et nous avons encore tellement de choses à découvrir. Qui sait, peut-être qu'un jour nous découvrirons vraiment de petits hommes verts quelque part. Ou peut-être que nous trouverons quelque chose d'encore plus merveilleux. En attendant, nous pouvons continuer à rêver et à explorer. Voilà donc les 14 mythes du jour. En connaissez-vous d'autres sur le même sujet ? Salut les amis, nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace ? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri ? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute. Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace
tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pantacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés. Vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée. Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue.
Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congelions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai? Les astronomes se posent une question depuis des décennies. L'espace est-il vraiment aussi noir que nous le pensons? Eh bien, la mission spatiale New Horizons de la NASA vient peut-être de nous donner la réponse. Après avoir exploré Pluton, la sonde a poursuivi sa route et se trouve maintenant à des milliards de kilomètres de la Terre. Cela signifie qu'elle est loin de toute la pollution lumineuse provenant de sources telles que le Soleil et les particules de poussière autour de notre planète. Les scientifiques ont utilisé la simple caméra du vaisseau spatial pour prendre des images de ce qui ressemblait à un espace vide incroyablement ennuyeux, dépourvu d'étoiles brillantes ou de tout autre élément susceptible de diffuser la lumière vers la caméra. Ils ont ensuite traité ces images afin de supprimer toutes les sources connues de lumière visible. Après avoir éliminé la lumière des étoiles et la lumière diffusée par la Voie lactée, il ne restait plus que la lumière provenant d'au-delà de notre propre galaxie. Et la partie la plus surprenante, ils ont découvert qu'il y avait encore beaucoup de lumière inexpliquée. En fait, il y a à peu près autant de lumière dont on ne connaît pas la source que de lumière provenant des galaxies connues. Cela signifie qu'il y a autant de lumière à l'extérieur des galaxies qu'à l'intérieur. D'où vient donc toute cette lumière? Elle pourrait provenir de sources que nous n'avons pas encore découvertes, comme de petites galaxies naines peu lumineuses, ou être dues à des phénomènes inconnus dans l'univers. Elle pourrait également être associée à la matière noire, qui reste un mystère pour les scientifiques. Grâce à ces recherches novatrices, nous pouvons affirmer que l'espace n'est pas aussi sombre que nous le pensons. Que se passe-t-il si nous prenons toute la lumière des étoiles et des galaxies et que nous y ajoutons des nuages de gaz et de poussière? Quelle couleur obtenons-nous? Beige. Cela nous amène à une autre question. Aurions-nous encore besoin du Soleil si notre espace était coloré? Pour résumer, oui. Les couleurs de l'espace sont le résultat des interactions de la lumière avec différents objets célestes, tels que les étoiles, les galaxies et les nuages de gaz. Si ces couleurs sont fascinantes à observer, elles ne fournissent pas l'énergie dont la vie sur Terre a besoin pour survivre. Au moins, c'est clair. Ne vous attendez pas à voir la couleur du ciel et de l'espace. Après avoir reçu les dernières instructions de votre équipe, vous montez à bord de votre vaisseau spatial. C'est le premier engin fabriqué sur Terre capable de se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. Votre mission consiste à visiter les endroits les plus insolites et les plus terrifiants de l'espace et à envoyer aux scientifiques des rapports détaillés. Et votre voyage commence. Votre vaisseau spatial accélère et vous dépassez la Lune. Au loin, vous apercevez une petite planète rougeâtre, c'est Mars. Et regardez cette géante tout entourée d'anneaux. C'est Saturne. Vous aimeriez bien avoir plus de temps pour explorer cette géante gazeuse, mais vous devez vous dépêcher.
Vous passez de belles étoiles. Certaines sont lumineuses, d'autres ont une teinte rouge et d'autres semblent être en train de s'éteindre. C'est le Koa de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne terrestre. Elle se trouve à environ 8,6 années-lumière de nous. Mais vous voyagez vite et vous apercevez bientôt Polaris, l'étoile polaire, située bien plus loin, à 431 années-lumière. Parfois, vous parvenez à distinguer de minuscules points entourant ces étoiles. Ce sont des planètes. Et soudain, vous ne voyez plus rien. Vous êtes d'abord horrifié. Quelque chose aurait-il mal tourné, vous envoyant accidentellement dans un trou noir? Votre équipement est-il défectueux? Car il semble qu'à une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y ait un trou. Un vide sans galaxie, sans étoiles, sans planètes, sans astéroïdes. Il n'y a plus rien du tout. Ce vide est une région à peu près sphérique d'environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Notre galaxie, la Voie lactée, pourrait y tenir des milliards de fois. C'est alors que vous vous rendez compte qu'il s'agit du mystérieux vide du Bouvier. Il se trouve à environ 700 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation du Bouvier. Le vacher qui conduit la charrue autour du pôle Nord. À l'origine, on appelait cette région le Grand Vide. Ensuite, on lui a donné le nom qu'elle porte aujourd'hui. Nous savons que les galaxies forment comme une toile gigantesque. La plupart appartiennent à de longues structures appelées filaments. Ceux-ci serpentent dans le cosmos et, lorsqu'ils se rejoignent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces zones portent le nom d'amas de galaxies. Mais entre les amas et les filaments, il peut y avoir d'énormes espaces vides sans presque aucune galaxie. Ces vides représentent en fait près de 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont énormes, entre 30 et 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même décroché le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait résulter de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer l'apparition de ces gigantesques zones vides? La raison pourrait se trouver dans l'origine de l'univers. À ses débuts, toute la matière de l'univers était compacte. Les astronomes pensent même qu'il s'agissait d'une sorte de soupe uniforme. Mais très vite, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à disperser cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses. En conséquence, leur attraction gravitationnelle s'est renforcée et elles se sont mises à prélever de la matière dans les régions moins denses. Et elles en sont devenues encore plus denses, ce qui leur a permis d'attirer de plus en plus de matière. Parallèlement, les amas plus petits ont commencé à s'éloigner du centre, formant les galaxies. Après avoir contemplé le néant pendant un certain temps, vous décidez d'explorer d'autres objets spatiaux et de redémarrer le moteur de votre vaisseau spatial. Il y a un type de formation que vous étiez impatient de découvrir, les nébuleuses. Ce sont de gigantesques nuages de gaz et de poussière. Avec le temps, la gravité les rapproche eux aussi entre eux. Ils deviennent de plus en plus gros, et leur attraction de plus en plus forte. Cela vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Un jour, toute cette masse finit par s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité et par former de nouvelles étoiles. Vous décidez de visiter quelques-unes des plus belles nébuleuses. Vous commencez avec la nébuleuse du Papillon. L'envergure de ce papillon fait plus de 3 années-lumière. Sa structure intérieure est l'une des plus complexes jamais observées. Son étoile centrale, une naine blanche, chauffe à une température incroyable de 250 000 degrés Celsius. Cela signifie qu'elle s'est formée à partir d'une étoile gargantuesque, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. Cette naine blanche est entourée d'un épais disque de poussière et de gaz à l'équateur. C'est probablement ce qui donne à l'ensemble de la structure l'aspect d'un sablier ou d'un papillon. Le prochain endroit que vous décidez de visiter est la nébuleuse de l'Esquimau, située à 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et son nom n'est pas anodin. Sa formation à double coque ressemble au visage d'une personne cachée dans la capuche, rembourrée d'une veste d'hiver. En réalité, cette parka est un disque de matière contenant un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets se détachent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Ces étranges traînées oranges dans la partie extérieure du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Quant au visage de l'Esquimau, même s'il ressemble à une boule de ficelle, il s'agit en réalité d'une bulle de matière soufflée dans l'espace par le vent à grande vitesse que produit l'étoile centrale. Votre prochaine destination est la nébuleuse de la Lyre.
À première vue, il s'agit d'un gigantesque nuage de poussière et de gaz entourant une vieille étoile presque éteinte, et qui ressemble à un anneau. Mais les astronomes affirment que cette nébuleuse n'est pas un bagel, mais bien un beignet à la confiture. Cet objet coloré, situé à plus de 2000 années-lumière de la Terre, est en fait un anneau qui s'enroule autour d'une structure bleue en forme de boule. Chaque extrémité de cette structure dépasse les côtés opposés de l'anneau. Vous pouvez désormais vous rendre dans une région qu'on appelle les piliers de la création. Vous la trouverez à plus de 7000 années-lumière de la Terre, dans la nébuleuse de l'Aigle. Il s'agit d'un jeune amas d'étoiles âgé de seulement 5,5 millions d'années, des bébés de l'espace. Le télescope spatial Hubble a réussi à photographier plusieurs silhouettes sombres près du centre de la nébuleuse. Aujourd'hui, vous pouvez les voir de vos propres yeux. Il s'agit des célèbres piliers de la création, une région active de formation d'étoiles. Et puisque vous avez déjà visité une région où naissent de nouvelles étoiles, vous partez à la découverte d'un fossile vivant. DG7 est aussi grande que notre Voie lactée, mais elle est presque invisible, car ces étoiles sont très dispersées. Ce qui rend cette galaxie si unique, c'est qu'elle est toute seule, contrairement aux autres galaxies de ce type, que l'on trouve généralement dans des amas. Cela peut signifier que DGSAT-I s'est formé à une autre époque, probablement 1 milliard d'années après le Big Bang. Voilà pourquoi on parle de fossiles vivants. La prochaine étape de votre visite est le pulsar dit Veuve Noire. Tout comme son homonyme araignée, cette étoile à neutrons en rotation se nourrit de sa partenaire, une petite naine brune. Plus le pulsar consomme de matière, plus sa rotation ralentit. L'énergie que l'étoile à neutrons perd au cours de ce processus entraîne l'affaiblissement de l'étoile qui l'accompagne. Oh, et regardez ça! Une pouponnière stellaire dans la constellation du Centaure. Mais bien que son nom évoque quelque chose de doux, cette région est loin d'être paisible. Elle est composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes et est située dans une des nébuleuses de la constellation du Centaure, à environ 6500 années-lumière de la Terre. L'énergie intense émise par ces bébés ou étoiles fait briller les nuages d'hydrogène d'un rouge plutôt sinistre. Toute cette énergie est si puissante qu'elle dévore les nuages de poussière qui disparaissent comme des morceaux de beurre sur une poêle à frire chaude. Vous poursuivez votre voyage et vous apercevez une chose tout à fait étonnante. Un nuage d'eau qui flotte dans l'espace. Pour être plus précis, il s'agit d'un nuage de vapeur d'eau entourant un trou noir supermassif situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois le volume total d'eau de notre planète. Les astronomes pensent qu'il serait apparu 1,6 milliard d'années après la naissance de l'univers. Le Soleil est une étoile de taille moyenne, et pourtant elle pourrait contenir 1 300 000 terres. L'étoile est aussi 333 000 fois plus lourde que notre planète. La NASA a traduit les ondes radio créées par l'atmosphère des planètes en sons audibles. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que le son produit par Neptune ressemble aux vagues de l'océan, que Jupiter a l'air d'être sous l'eau, et que la voix de Saturne ressemble à la musique de films d'horreur. La Terre, elle, sonne un peu comme du jazz bebop. Bon, d'accord, ça je l'ai inventé. La surface du Soleil est brûlante, mais un éclair est 5 fois plus chaud. La Terre est frappée par 100 éclairs chaque seconde, ce qui représente 8 millions de coups de foudre par jour et environ 3 milliards par an. Incroyable! Si tu parviens un jour à aller sur la Lune et à voir des traces de pas récentes, cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou d'autres marques du même type peuvent subsister 1 million d'années là-bas, car la Lune ne possède pas d'atmosphère. Il n'y a pas de vent, même pas une petite brise qui pourrait, même lentement, effacer ces empreintes. Les astronomes ont trouvé le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. On l'appelle le vide géant et il s'étend sur une surface d'1 milliard d'années-lumière. C'est par accident qu'il a été découvert. L'un des membres de l'équipe de recherche s'ennuyait un peu et a voulu vérifier comment les choses se déroulaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique, ou FDC en abrégé. Il s'agit d'une faible lueur qui atteint notre planète depuis différentes directions et remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années et constitue ce qui reste de la production lumineuse qui a suivi le Big Bang. Alors, tu tombes en plein cœur d'un trou noir et tu te prépares donc à une triste fin. Pas de panique.
tomber dans un trou noir ne te détruira pas nécessairement, toi ou ton vaisseau spatial. Il faudrait choisir un trou noir de grande taille pour survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements est très étroit. La gravité, quant à elle, s'intensifie un peu plus à chaque centimètre. Donc, si tu étends ton bras en avant, il y aura une grande différence de gravité qui s'applique entre tes doigts et ton coude. Cela aura pour effet d'allonger ta main, provoquant une sensation plutôt désagréable. Très désagréable pour être honnête. Les choses ne seraient pas tout à fait les mêmes si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ces objets peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est vaste et la gravité ne change pas aussi rapidement. Ainsi, la force que tu ressentirais sur tes talons et au sommet de ta tête serait à peu près la même, et tu pourrais aller jusqu'au cœur du trou noir. Enfin, cela reste à prouver. Si tu regardes un film très touchant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour des globes oculaires. Tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide exposé sur ton corps s'évaporera, y compris à la surface de ta langue. En parlant de brûler, c'est une chose que le feu ne peut pas faire dans l'espace. En effet, le feu peut se propager quand il y a un flux d'oxygène. Et comme il n'y en a pas dans l'espace, une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont survécu en quelque sorte à une grande explosion de supernova. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement brûlée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, et cet hydrogène était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale était peut-être plus faible qu'elle ne l'est habituellement, pas assez puissante pour détruire l'étoile en entier. C'est comme si une étoile avait voulu exploser mais n'y était pas parvenue, ce qui explique qu'une partie de la matière ait survécu. Si tu vas un jour dans l'espace, n'enlève pas ta combinaison, sauf si tu es dans un vaisseau spatial. Dans l'espace, l'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène dans le reste de ton corps. Tu serais comme un ballon, 2 fois plus grand que ta taille normale. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour te contenir, ce qui signifie que tu n'exploserais pas. Petit réconfort. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme des spaghettis. Cela se produit parce que la force gravitationnelle attire un objet dans une direction, tout en le comprimant dans une autre. Une sorte de paradoxe des pâtes. Par ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une très grosse montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée appelé Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Si tu faisais un gros boom sur un astéroïde, tu ne serais pas capable d'entendre son bruit. Oui, nous entendons souvent le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace dans les films, mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage en raison des vibrations des molécules. Une personne frappe des mains à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour diffuser le son, nous avons donc besoin de molécules comme l'air ou l'eau. Dans l'atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide. Donc, il n'y a rien à y entendre. Tu peux taper bruyamment dans tes mains, mais il n'y aura pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Donc, pour avoir une conversation, il faut soit une radio, soit une très bonne lecture des lèvres. Les météoroïdes sont en orbite autour du Soleil, tandis que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de notre planète. Par exemple, nous avons lancé près de 9000 engins spatiaux dans le monde, des satellites aux fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial à des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, les corps spatiaux sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace. Mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Et il y en a beaucoup. Elle pourrait même constituer 25% de l'univers. L'énergie sombre constitue les 70% restants de l'univers. Ça fait bien 100%, non ? Maintenant, regardons la Lune. Elle nous regarde toujours d'un seul côté. Cela signifie que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil ne l'atteignent jamais. C'est un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation.
Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. C'est juste que sa rotation est parfaitement alignée avec celle de la Terre. Ainsi, lorsque tu regardes la Lune, tu ne vois qu'un côté. Bien qu'il y ait aussi des jours où le Soleil y brille, donc ce n'est pas la face cachée, c'est la face éloignée. Et nous avons même des photos de cet endroit. Et il y a l'un des plus grands cratères de tout le système solaire, le bassin du pôle Sud-Aitken. Il est aussi large que 2 États du Texas. Yeehaw! Un mythe qui s'est aussi révélé faux insinuait que personne ne serait jamais allé sur la Lune. Ceci est la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci. En fait, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison, et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes n'en ont pas eu besoin quand ils ont quitté la Lune, et les ont jetées quand la marche lunaire a été terminée. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même jeté les accoudoirs des sièges du module lunaire pour réduire son poids. En comptant toutes les missions lunaires Apollo, le poids total des déchets sur la Lune s'élève à environ 187 tonnes, y compris plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, 6 modules lunaires et toutes les expériences laissées derrière. C'est comme 3 Boeing 737. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. On va t'envoyer dans l'espace pour celui-ci. Tu regardes par la fenêtre et il est blanc. Le Soleil nous semble jaune seulement à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment juste la lumière de l'étoile. Mais les étoiles ont tout de même des couleurs différentes. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vive. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le Soleil se situe à peu près au milieu de ce spectre. Passons à un autre mythe, concernant les astéroïdes. Nous devons voler un peu plus loin que l'orbite de Mars. Wow! Nous voici dans une ceinture d'astéroïdes, et nous devons constamment esquiver des roches géantes et des blocs de glace. On s'est retrouvé au milieu d'un nuage dense et concentré en astéroïdes. Non, pas vraiment. Le fait est que l'espace est énorme, et les distances sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Donc il n'y en a vraiment pas tant que ça là-bas. Pour comprendre la dimension du vide dans l'espace, regarde la collision de 2 galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Même ici. Accroche-toi à ton chapeau. Nous allons embarquer pour un voyage incroyable. À l'aide de scientifiques géniaux et de leurs travaux, nous avons demandé à l'IA de nous ramener 2 milliards d'années en arrière pour nous montrer à quoi ressemblait notre merveilleuse planète à l'époque. Alors, on attache sa ceinture et c'est parti. Sauter dans une machine à voyager dans le temps et aller visiter la Terre quand elle n'était qu'un bébé, il y a environ 4 ou 5 milliards d'années, aurait été une grave erreur. Un chaos total régnait alors. Tout d'abord, le sol était encore en fusion et tout mou, donc faire atterrir ta machine à voyager dans le temps aurait posé quelques problèmes. Et dès ta sortie de l'appareil, tu aurais vu une Terre complètement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Le paysage était fait de montagnes escarpées, de mers étincelantes et de vastes étendues de terre. D'immenses volcans massifs entraient en éruption en permanence, projetant des gaz et des cendres dans l'air. Un véritable feu d'artifice. Et même si tu avais une super machine capable de planer et dotée de dispositifs de protection contre la chaleur, tu aurais quand même du mal à respirer. Tu vois, l'atmosphère de la Terre primitive était un peu folle. D'épais nuages flottaient dans le ciel en projetant des ombres mystérieuses sur la Terre. L'air était aussi ténu qu'un murmure et rempli de toutes sortes de gaz étranges, comme de l'hydrogène et de l'hélium. Le dioxyde de carbone était partout, colorant tout d'un vert éclatant. La vapeur remplissait l'air et il faisait très humide. Et il y avait aussi un soupçon d'ammoniac et de méthane, au cas où tout ça ne suffisait pas. Ça fait pas mal de gaz, hein? Mais il manque quelque chose, l'oxygène. En inspirant, tu ne sentirais pas cette bouffée d'air familière remplir tes poumons. Il n'y avait pas encore de forêt luxuriante. Au lieu de cela, on trouvait des terrains accidentés et rocailleux. Certaines de ces roches portent encore les marques des forces intenses, collisions et tremblements de terre qui ont façonné la Terre pendant des millions d'années. Mais au milieu de toute cette violente beauté, quelque chose d'étonnant était sur le point d'arriver. La vie, dans ses balbutiements, était en train de préparer sa grande entrée.
Des organismes comme les algues et les bactéries dominaient la scène. Ils prospéraient dans les océans, se nourrissant de dioxyde de carbone pour croître et se multiplier. Les séos grouillantes d'activité, pleines de formes de vie microscopiques, multicolores et perdonantes. Ces minuscules organismes travaillaient dur, libérant de l'oxygène en vaquant à leurs occupations. Ces véritables petites usines modifiaient lentement la composition de l'atmosphère. Voilà donc à quoi ressemblait la Terre primitive, plus ou moins. Mais pourquoi était-elle si hostile? Et comment a-t-elle pu changer autant depuis? La chaleur de la Terre provient de toutes sortes de choses qui se sont produites lors de sa formation. Tout d'abord, les objets qui se sont assemblés pour former notre planète dégagèrent déjà beaucoup de chaleur. Ensuite, au fur et à mesure que la Terre grandissait, sa force gravitationnelle s'est considérablement accrue. Elle a attiré encore plus de matière vers elle, et elle l'a aussi serrée très fort dans ses bras. Et tu sais ce qui se passe quand on comprime quelque chose? Ça chauffe et tout comme une cocotte minute. Ce réchauffement incroyable a eu un impact énorme sur la structure de la Terre. Imagine un mélange de roches, de métaux et de minéraux. À mesure que la chaleur montait, toute cette matière a commencé à fondre. Et devine quoi? Un métal très dense a coulé vers le centre, et est devenu le noyau de la Terre, tandis que les roches plus légères sont remontées, pour former la croûte et le manteau. C'est comme si la Terre avait décidé de se dissocier, en créant des couches distinctes. On appelle cette séparation la différenciation. Mais le réchauffement ne s'est pas arrêté là. Avec tous ces mélanges et ces déplacements, la Terre est devenue encore plus chaude. C'était comme si tu augmentais la température d'un four planétaire géant. Toute cette chaleur folle a eu de sérieuses conséquences. La température élevée de la Terre a tout accéléré. Les plaques tectoniques dansaient. Un véritable remue-ménage géologique à la surface. Et ce n'est pas tout. La Terre était également bombardée par de sérieux visiteurs cosmiques. Imagine ça. Pendant que la Terre était occupée à rassembler toutes sortes de débris spatiaux et de se former, la pagaille régnait dans le système solaire. Saturne et Jupiter avaient décidé de tout chambouler en changeant d'orbite, envoyant toute une tasse d'objets massifs vers notre pauvre Terre. Et ce n'était pas pour plaisanter. Ces impacts ont fait fondre les minéraux de notre croûte terrestre et les ont même vaporisés. Ces collisions étaient si puissantes qu'elles faisaient même sortir les gaz de l'atmosphère terrestre. Tu parles d'un feu d'artifice. Crois-le ou non, nous pouvons encore observer les cicatrices de ces anciennes collisions. Il faut un travail de détective, mais ses conséquences sont bel et bien visibles pour un œil entraîné. Par exemple, nous avons le cratère de Maniitsoq au Groenland. Même si le cratère lui-même n'est pas visible, on trouve dans cette zone des roches qui se trouvaient jadis à une profondeur de 20 à 25 km sous la surface de la Terre. Et devine quoi? Elles portent les marques d'un choc intense et soudain. Il s'en est passé des choses. La plus grande collision a eu lieu avec une planète appelée Theia. Theia, de la taille de Mars, se serait écrasée sur la Terre avec un énorme boom, un événement colossal qui a tout changé. Le noyau métallique de Theia a fusionné avec celui de la Terre, tandis que les couches extérieures des deux planètes ont été projetées dans l'espace. Le résultat? Un magnifique anneau de débris autour de notre planète. Voici la partie la plus intéressante. Ces débris n'ont pas flotté indéfiniment. Ils ont commencé à s'assembler comme des pièces de puzzle. Et voilà. Nous avons obtenu notre Lune. Incroyable, non? Et cet étonnant processus n'aurait pris que 10 ans, voire moins. C'est complètement dingue. On appelle ce formidable événement concernant la Lune l'hypothèse de l'impact géant. Alors la prochaine fois que tu regarderas notre satellite dans le ciel nocturne, rappelle-toi qu'il s'agit en fait d'un gros morceau de notre propre planète. D'ailleurs, la Terre a elle aussi vécu une sacrée aventure lors de la création de son atmosphère. La première tentative de création d'atmosphère ne s'est pas très bien passée. Une fine couche d'hydrogène et d'hélium s'est formée au moment où toute cette matière s'accumulait. Mais ces gaz n'ont pas tenu. Ils ont fini par s'échapper dans l'espace infini. Au revoir les gars. Mais la Terre n'a pas abandonné, elle est repartie de plus belle, et cette fois-ci, elle a eu beaucoup plus de succès. Les volcans sont venus à la rescousse. Ils ont craché toutes sortes de gaz, de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, et tout un tas d'autres substances bizarres. Même les météorites et les comètes ont participé à la fête, apportent de l'air et de l'azote. Notre atmosphère est sur le point de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais voilà, il n'y avait pas d'oxygène dans cette deuxième expérience. Non, pas une seule petite bouffée.
L'oxygène que produisaient les rayons du soleil en divisant les molécules d'eau disparaissait immédiatement à cause de certaines réactions chimiques. Ce n'est qu'avec la troisième expérience et l'apparition de la vie que les choses ont commencé à changer. Les organismes photosynthétiques ont pris le devant de la scène et ont utilisé tout le dioxyde de carbone présent dans l'air pour fabriquer leur nourriture. Et ils se sont mis à libérer de l'oxygène. Finalement, ces organismes ont réussi à produire tellement d'oxygène que les réactions chimiques n'ont plus pu arrêter le processus, et une atmosphère s'est créée. Ce n'est que depuis environ 350 millions d'années que nous avons atteint le niveau d'oxygène que nous connaissons aujourd'hui, environ 21% de l'air que nous respirons. Ainsi, des volcans enflammés au mystérieux océan, ce petit aperçu du passé nous révèle une Terre très différente de celle que nous connaissons. Il est fascinant d'explorer ces paysages et d'imaginer les premières formes de vie se développer. Grâce à l'IA, nous pouvons entrevoir l'histoire extraordinaire de la planète et admirer les merveilles de sa perpétuelle évolution. Alors, reste à l'écoute pour d'autres voyages passionnants. Le champ magnétique de la Terre cache une histoire fascinante. Il s'avère qu'il s'affaiblit jour après jour. À vrai dire, cela se produit depuis les 3000 dernières années. Et si cette tendance se poursuit, nous pourrions bien en pâtir d'ici un millénaire. Mais alors, que se passe-t-il? Eh bien, imaginez ceci. Le nord magnétique devient le sud, et vice-versa. Ça semble dingue, non? Lorsque cela se produit, le bouclier magnétique qui protège notre planète peut s'affaiblir, permettant à davantage de rayons cosmiques de nous frapper. Ces particules cosmiques à haute énergie peuvent causer des dysfonctionnements dans l'électronique de nos satellites et entraîner toutes sortes de catastrophes. La dernière fois qu'un tel renversement de polarité s'est produit, c'était il y a 772 000 à 774 000 ans. Heureusement, l'humanité peut compter sur ses membres les plus intelligents pour s'intéresser à l'histoire du champ magnétique terrestre. On prélève des carottes de sédiments du plancher océanique et on étudie la magnétisation des fossiles afin de déterminer quand ces bouleversements se sont produits dans le passé et quand ils pourraient se produire à nouveau. Un autre groupe de chercheurs étudie l'anomalie de l'Atlantique Sud. Une vaste région où le champ magnétique terrestre est environ 3 fois plus faible qu'il ne l'est au pôle. En utilisant les données de plusieurs satellites, ils tentent de déterminer ce qui cause cette anomalie et comment celle-ci pourrait évoluer à l'avenir. Cela pourrait nous donner un aperçu de la façon dont un champ magnétique affaibli peut affecter nos satellites et notre planète. Certes, notre génération ne sera pas là pour témoigner de ces changements, mais cela nous fait tout de même nous demander à quoi cette planète pourrait ressembler à l'envers, magnétiquement parlant, bien entendu. Les astronomes de la NASA ont également annoncé que dans 4 milliards d'années, notre galaxie de la Voie lactée connaîtrait un éclat spectaculaire. Après une collision cosmique qui chamboulera tout, on ne parle pas là d'un petit accrochage sans conséquence, mais d'une collision titanesque avec notre voisine, la galaxie d'Andromède. L'humanité devra bien se cramponner au plancher des vaches pour celle-ci, car notre Soleil pourrait être projeté dans une nouvelle région de la galaxie. Toutefois, la Terre et notre système solaire ne devraient pas être sérieusement affectés. Ça semble difficile à croire. Alors, comment cela se fait-il? Le télescope spatial Hubble a effectué des mesures rigoureuses des mouvements d'Andromède. Bien que les galaxies soient destinées à se percuter, les étoiles à l'intérieur de chacune sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne devraient pas entrer en collision avec d'autres étoiles au cours de l'événement. Néanmoins, les étoiles seront projetées dans différentes orbites autour de leurs nouveaux centres galactiques. Selon les simulations, notre système solaire sera probablement éjecté beaucoup plus loin du noyau galactique qu'il ne l'est aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez ranger vos télescopes. Nul besoin de compter les années. Cet événement est prévu d'ici environ 4 milliards d'années, donc les chances pour nous d'y assister sont inexistantes. Saturne perd ses anneaux. Heureusement, nous ne serons pas là pour assister à ce triste événement non plus. Apparemment, ces anneaux, sous l'influence du champ magnétique de Saturne, sont attirés vers elle sous la forme de pluie de particules de glace. Selon les recherches de la NASA, cette pluie d'anneaux draine une quantité d'eau qui pourrait remplir une piscine olympique toutes les demi-heures. L'ensemble du système des anneaux de Saturne aura probablement disparu d'ici 300 millions d'années.
Les scientifiques pensent que nous sommes plutôt chanceux de pouvoir observer les anneaux de Saturne à l'heure actuelle, car ils semblent être au milieu de leur durée de vie. Mais si vous considérez que les anneaux qui orbitent autour des planètes sont tous temporaires, il y a donc une chance que nous ayons simplement manqué les majestueux anneaux de Jupiter, ou ceux d'Uranus et de Neptune. Ces planètes n'ont aujourd'hui que de minces annelés autour d'elles. Les scientifiques débattent depuis longtemps pour savoir si Saturne a été formé avec ces anneaux ou si la planète les a acquis plus tard dans son existence. De nouvelles recherches tendent à favoriser le second scénario, indiquant qu'ils sont peu susceptibles d'avoir plus de 100 millions d'années, alors que Saturne elle-même en a environ 4,5 milliards. Qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces anneaux en premier lieu? Eh bien, il existe quelques théories. L'une d'entre elles suggère que les anneaux auraient pu se former lorsque de petits satellites glacés en orbite autour de Saturne sont entrés en collision. Peut-être parce que leurs orbites avaient été perturbées par l'attraction gravitationnelle d'un astéroïde ou d'une comète de passage. Qui sait à quoi les humains pourraient ressembler à l'avenir? Il est peu probable que nous observions des changements majeurs de notre vivant. Mais faisons un petit bond dans le futur et réfléchissons à ce que nous pourrions devenir. Deviendrons-nous des cyborgs avec toutes sortes d'implantes cybernétiques. Nous métamorphoserons-nous en une espèce hybride d'êtres biologiques et artificiels. Pour comprendre notre évolution future, nous devons jeter un coup d'œil à notre passé. Il y a 1 million d'années, l'Homo sapiens n'existait même pas. Il y avait bien quelques espèces similaires, comme l'homme de Néandertal. Si l'on se projette jusqu'à aujourd'hui, les humains sont devenus plus grands et plus robustes. Mais peut-être qu'à l'avenir, nous deviendrons plus petits pour économiser l'énergie, car on prévoit que notre planète sera de plus en plus peuplée. En parlant de planètes surpeuplées, vivre dans ces nouvelles conditions signifie que nous devrons nous adapter, et rapidement. Nous interagissons constamment avec énormément de monde. Et se souvenir des noms de chacun devient une compétence cruciale. Heureusement, la technologie pourrait nous aider avec des implants cérébraux qui amélioreront notre mémoire. À l'avenir, nous pourrions également arborer des technologies plus voyantes, qui feront partie intégrante de notre apparence. Imaginez avoir un œil bionique avec une caméra capable de visualiser différentes longueurs d'onde. Bien que prédire 1 million d'années dans le futur ne soit que pure spéculation, nous pouvons utiliser la bioinformatique pour effectuer quelques prévisions sur notre avenir proche. Les tendances démographiques suggèrent que les zones urbaines connaîtront une plus grande diversité génétique, tandis que les zones rurales deviendront de moins en moins diversifiées. Et qu'en est-il de l'espace? Si nous finissons par coloniser Mars, nos corps pourraient être altérés par la faible gravité. Peut-être développerons-nous des bras et des jambes plus longs, ou même des poils isolants, comme nos cousins néandertaliens. Dans le futur, notre Lune va aussi subir quelques changements dramatiques. Nous n'y assisterons pas non plus de notre vivant. D'ici environ 5 milliards d'années, ce coin de l'univers va connaître des changements majeurs. Pour l'instant, notre Soleil est tranquillement dans sa phase de séquence principale. Il brûle simplement de l'hydrogène comme si de rien n'était. À l'avenir, pendant sa phase de géante rouge, le Soleil va gonfler comme une baudruche, jusqu'à ce que son atmosphère atteigne et engloutisse notre chère Terre et sa Lune. Notre satellite naturel, qui s'éloigne déjà de la Terre, sera profondément perturbé par l'influence du Soleil. Son orbite sera si chamboulée qu'il finira plus proche de la Terre pendant la phase de nouvelle Lune que pendant la pleine Lune. Et ce n'est pas le pire. Si on la laisse seule, la Lune continuera à s'éloigner de la Terre jusqu'à ce qu'elle ait besoin de près de 50 jours pour nous orbiter. À mesure que le Soleil poursuivra son propre voyage, son atmosphère impactera la Lune et provoquera la dégradation de son orbite. En bout de compte, la Lune sera pulvérisée en un magnifique anneau de débris gravitant autour de la Terre. Nous parlons ici de toutes ces montagnes, de ces cratères et même des empreintes de pas et autres drapeaux que nous y avons laissés, tous dispersés à travers le champ de débris. Il y a une chance que le Soleil perde assez de masse pour épargner la Terre et la Lune d'une annihilation totale. Ou bien, si nous sommes vraiment chanceux, le Soleil perdra 20% de sa masse et nous serons sains et saufs. Tout cela n'est pour l'instant que théorie, car nous n'avons jamais observé d'étoiles géantes rouges pendant cette phase. L'univers lui-même pourrait un jour devenir complètement sombre. Les scientifiques ne peuvent pas le prédire avec une absolue certitude, mais ils peuvent émettre quelques suppositions. Actuellement, notre univers est vieux de 13,77 milliards d'années.
Et il continue de produire de nouvelles étoiles de droite à gauche. On dit que finalement, après environ 1000 milliards d'années, la dernière étoile naîtra. Cette ultime étoile sera petite, une naine rouge, à peine une fraction de la taille de notre Soleil. Ces étoiles sont des championnes en matière de longévité. Elles sirotent lentement leur hydrogène pour alimenter la réaction de fusion de leur noyau. Mais même ces dernières ne peuvent pas durer éternellement. Avances rapidement environ 100 000 milliards d'années, et la dernière lumière s'éteindra. L'univers sera alors sombre et solitaire, mais heureusement, nous ne serons pas là pour toute voix s'évanouir. Deux images changent rapidement devant tes yeux. Notre immense planète et un vide noir. L'image de la Terre devient de plus en plus petite à chaque seconde. Tu t'envoles du vaisseau spatial dans le vide infini et tu ne sais pas ce que tu dois faire. La Station spatiale internationale vole à 400 km au-dessus de la surface de la Terre. Une sortie dans l'espace est une activité de routine pour les astronautes qui y travaillent. À ce jour, ils ont déjà passé plus de 11 000 heures dans l'espace abyssal. Mais, par chance, personne ne s'est encore jamais envolé, comme on a pu le voir au cinéma. Malheureusement, les astronautes sont confrontés à d'autres dangers non moins terribles lors de leur sortie dans l'espace. L'un de ces accidents s'est produit en 1966. Eugene Cernan a enfilé son réacteur dorsal et est sorti de la station pour effectuer des travaux de réparation. Le réacteur, qui permettait à notre astronaute de voler en apesanteur, chauffait beaucoup. Eugene avait donc mis un pantalon de protection spécial en métal. Mais cette protection n'a pas été suffisante lors de sa sortie. Au lieu d'éloigner la chaleur, le pantalon a commencé lui-même à chauffer. La combinaison était lourde et inconfortable, comme une armure. Elle frottait contre sa peau et limitait ses mouvements. Travailler en apesanteur est très éprouvant. Et ce jour-là, Eugene a également dû faire face à ce problème de combinaison. À l'intérieur de celle-ci, il avait l'impression d'être dans un bain chaud. La température élevée et le travail intense l'ont extrêmement fatigué, déshydraté, et il a perdu beaucoup de poids. Son visage transpirait et la sueur l'aveuglait. Au cours de cette sortie, notre astronaute a perdu environ 6 kg. Ses camarades sont venus à son secours et l'ont ramené à bord de la navette. Afin de limiter la surchauffe, ils l'ont aspergé d'eau froide à l'aide d'un tuyau. Pour sortir dans l'espace infini, les astronautes doivent porter une combinaison qui est comme une cage pour leur corps. Un autre incident dangereux s'est produit en 1973. Deux astronautes, Pete Conrad et Joe Kerwin, sont sortis dans l'espace afin de réparer une aile solaire de la station spatiale Skylab. L'aile ne tournait plus et les astronautes ont essayé de la déplacer manuellement. En utilisant la force, ils ont réussi à la décoincer, mais l'aile les a repoussés. Et la poussée a été si forte qu'elle a projeté les deux astronautes au loin. Ils n'ont pas eu le temps de s'accrocher à quoi que ce soit et se sont envolés dans l'espace. Heureusement, ils étaient équipés de câbles de sécurité. Grâce à eux, les astronautes ont pu revenir à bon port. Dans une combinaison spatiale moderne ordinaire, il y a plus de 10 couches de protection. Une telle combinaison protège contre les températures extrêmement froides et chaudes. Elle est résistante aux déchirures et ne laisse pas passer l'humidité. Cette protection est nécessaire pour éviter la dépressurisation. S'il y a le moindre espace entre ton corps et l'extérieur, tout l'oxygène commencera à s'échapper de la combinaison. Plus la combinaison perd d'oxygène, plus le vide se fait sentir. Cela peut avoir des conséquences terribles, comme l'asphyxie et l'augmentation du volume de ton corps. C'est comme si tu te mettais à gonfler de l'intérieur. En 2007, Rick Mastracchio est sorti dans l'espace pour effectuer quelques réparations. Mais il y avait un trou dans son gant gauche, près de son pouce. Il se trouvait sur la couche extérieure du gant. Et le pire, c'est que l'astronaute ne l'avait pas remarqué. Il a continué à travailler normalement. Mais une première couche endommagée peut entraîner la détérioration de la deuxième, et puis celle de la troisième. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le vide atteigne la peau de l'astronaute. Rick devait travailler 6 heures dans l'espace, mais au cours de la 4e heure, il a remarqué les dégâts sur sa combinaison spatiale.
L'astronaute l'a signalé au commandement et a reçu l'ordre de retourner au vaisseau. Il n'a jamais su comment le trou était apparu. À l'intérieur de l'ISS, il y a de nombreux produits chimiques nécessaires au travail dans l'espace. Par exemple, l'ammoniac a la propriété de geler presque n'importe quelle surface. Ce gel chimique est utilisé pour refroidir certains composants en cas de surchauffe. La fuite de cette substance dans l'ISS est pratiquement impossible. C'est exactement ce que les experts avaient dit à Robert Curbeam lors de l'entraînement précédant son premier vol dans l'espace. Et un accident est arrivé lors de sa première sortie en 2001. Robert travaillait à l'extérieur de la station spatiale lorsqu'il y a eu une fuite d'ammoniac. Le liquide a éclaboussé sa combinaison. Une épaisse couche de glace a rapidement recouvert le verre de son casque. Robert ne voyait plus rien. Il pensait avoir cassé quelque chose, mais l'accident n'était pas de sa faute. Grâce aux couches protectrices de sa combinaison, il ne pouvait pas geler. Mais l'ammoniac limitait fortement ses mouvements. Le principal problème était qu'il ne pouvait pas retourner au vaisseau. La substance pouvait pénétrer dans la station, ce qui risquait de provoquer un accident plus grave encore. Il a donc dû rester dans l'espace pendant 1 heure et demie en attendant que la fuite diminue. Après ça, il a pu retourner à la station. Pour se rendre compte de la difficulté du travail dans l'espace, il faut comprendre ce qu'est une combinaison spatiale. Elle pèse 120 kg, soit autant qu'un scooter. Tu ne sentiras pas son poids en apesanteur, mais elle te fera tout de même transpirer. L'astronaute Chris Hadfield l'a décrite ainsi. Chaque mouvement à l'intérieur d'une combinaison spatiale rencontre une résistance. La combinaison gratte ta peau, comprime tes os et tes articulations, et t'oblige à dépenser 2 fois plus d'énergie pour des mouvements simples. Dans de telles conditions, tu commences à transpirer et tes yeux sont mouillés. Cette humidité flotte dans ton casque et t'aveugle, puis elle s'évapore. Mais s'il y a trop d'humidité, elle peut menacer la vie d'un astronaute. Un tel cas s'est produit en 2013 avec l'astronaute Luca Parmitano. Il est sorti dans l'espace pour mesurer quelque chose à l'extérieur de la station. À un moment donné, il a senti que l'arrière de sa tête était mouillé. Il en a informé les autres et a reçu l'ordre de rentrer. Pour revenir, Luca devait se retourner, tête en bas. Dès qu'il l'a fait, de l'eau a jailli dans son casque. Son visage en a été presque entièrement recouvert. Il ne pouvait ni voir, ni entendre. Il a essayé de signaler le problème à la base, mais l'eau recouvrait aussi sa bouche. Heureusement, ses camarades l'ont secouru et l'ont ramené à la station. Lorsqu'ils ont ouvert son casque, près de 2 litres d'eau se sont déversés. Les câbles sont très efficaces pour éviter que les astronautes ne s'envolent. Mais que se passerait-il si l'un d'eux se rompait lors d'une violente secousse ou parce qu'il n'aurait pas été bien attaché ? Pour une meilleure protection, il existe un système appelé SAFER, aide simplifiée pour sortie extravéhiculaire. C'est comme un réacteur dorsal. Des gaz s'échappent de ces petits tubes pour changer la direction de ton vol. Si tu tournoises dans l'espace, ce système s'arrête et ajuste tes mouvements. Tu peux le contrôler à l'aide d'un joystick spécial. Le SAFER a été utilisé pour la première fois en 1994. Mais avant que les ingénieurs ne le créent, il y avait le MMU, le dispositif de manœuvre pour équipage. En 1984, l'astronaute Bruce McCandless l'a utilisé pour la première fois. Tu as peut-être vu cette célèbre photo où il flotte sans câble dans l'espace. Le problème, c'est que Bruce était le premier à tester un tel réacteur dorsal. Il n'était pas sûr à 100% qu'il fonctionnerait. Il est sorti dans l'espace et a décroché son câble. Rien ne le retenait plus et il pouvait s'envoler dans le vide infini et son équipe n'aurait pas pu le sauver. Imagine comme ça a dû être effrayant. Heureusement, le réacteur a fonctionné. Cependant, après 3 missions, la NASA a décidé de ne plus utiliser le MMU car il y avait des risques. Après cette expérience, les ingénieurs ont inventé le SAFER. Les propulseurs et les câbles sont très fiables. Mais la meilleure protection d'un astronaute, ce sont ses compétences. Les astronautes étudient pendant 6 ans, puis passent plusieurs années à suivre une formation spécialisée. Ils passent tous de nombreuses heures à s'entraîner grâce à des programmes de simulation. Ils entraînent leur corps, leur endurance et leur esprit, car, dans un cadre aussi dangereux que peut l'être l'espace, il est essentiel de savoir garder son calme.
Imaginez un endroit où un seul jour dure plus longtemps qu'une année entière. Sur Vénus, un jour, c'est-à-dire une rotation complète sur son axe, est aussi long que 243 jours sur Terre. Et ce qui est encore plus étrange, en dépit du fait que Vénus connaisse un jour sans fin, c'est que son année est plus courte que celle de la Terre. Alors que la Terre met environ 365 jours pour effectuer une orbite complète autour du Soleil, Vénus le fait en seulement 225 jours. Donc, d'une certaine manière, pour Vénus, un jour est plus conséquent qu'une année entière. Vénus est une planète étrange de façon générale. On la surnomme la jumelle de la Terre en raison de nos ressemblances, bien qu'elle soit un peu plus petite que notre planète. Mais il y a aussi des différences drastiques. Par exemple, elle tourne dans le sens opposé, ce qui signifie que le Soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. Et Vénus n'est pas la seule à danser selon son propre rythme. Uranus en fait de même. Et enfin, c'est un peu la folie sur Vénus en termes d'atmosphère. Quand vous êtes debout sur Terre, vous ne ressentez pas vraiment le poids de l'air autour de vous. Eh bien, sur Vénus, cette sensation serait comparable à un éléphant assis sur vos épaules. Vénus possède une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre. L'atmosphère y consiste en une épaisse couche de gaz toxiques. Par exemple, le dioxyde de carbone qui est libéré par tous les volcans. Il applique une pression incroyable. Ceci se traduit par des températures incroyablement élevées. Il n'est donc guère étonnant qu'il nous faille encore attendre avant de pouvoir un jour poser le pied sur cette planète. Pendant ce temps, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une orbite encore plus courte que celle de Vénus. Elle effectue un voyage complet autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres environ. Cependant, elle a une rotation lente sur son axe, ce qui signifie qu'un jour sur Mercure dure environ 176 jours terrestres. En gros, une demi-année pour nous. Tout comme avec Vénus, une journée y dure beaucoup plus longtemps qu'un an. Comme c'est la planète la plus proche du Soleil, il n'est pas surprenant que Mercure connaisse des variations de température extrêmement élevées. En journée, celles-ci peuvent excéder les 420 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb. Mais attendez le coucher du Soleil. La nuit, elles redescendent à un glacial moins 180 degrés. C'est parce que Mercure n'a pas une atmosphère épaisse comme la nôtre, donc la chaleur ne se distribue pas uniformément à travers la planète. Si un côté est plongé dans l'obscurité, il sera extrêmement froid, et l'autre côté sera brûlant. Exactement comme si vous laissiez un gros rocher ordinaire sous le soleil pendant un moment. En fait, il y fait tellement froid qu'il pourrait même y avoir de la glace dessus. Regardez la région du pôle nord de la planète. Surtout ces taches jaunes, éclairées par le soleil à l'intérieur des cratères. Elles indiquent peut-être la présence de glace d'eau. Et il s'avère que l'eau est beaucoup plus courante dans l'espace que nous ne le pensions. Mars est souvent surnommée la planète rouge. Elle doit ce surnom à l'abondance d'oxyde de fer, ou de rouille, qui recouvre sa surface. Les minéraux riches en fer créent cette teinte rougeâtre qui colore le paysage martien. Mais il s'avère que Mars n'est pas simplement rouge. Si vous vous teniez sur Mars, vous verriez un terrain semblable à un désert de couleur caramel, baignant dans une lueur dorée. Un peu de brun ici et là, et même de légers reflets verdâtres. Mars possède également la plus grande montagne de tout le système solaire, Olympus Mons. D'une hauteur vertigineuse d'environ 22 km de haut, elle est bien plus haute que le mont Everest. Elle a été formée par l'éruption d'une lave à faible viscosité, créant une structure similaire à un bouclier. Étant donné que Mars est recouverte de sable, elle est aussi célèbre pour ses fantastiques tempêtes de poussière. Mais il s'avère qu'elles sont encore plus insensées que ce que nous pensions. Ces tempêtes peuvent durer des mois. Bien qu'elles puissent présenter des défis pour les futures missions humaines, elles contribuaient également à l'aspect irréel de la planète lorsqu'elle est observée de loin. Et il n'y a pas que les tempêtes à prendre en compte, mais également les tremblements de Mars. Également connus sous le nom de trémors sismiques, ils ont été détectés pour la première fois par la NASA en 2019. Contrairement aux tremblements de terre, qui sont souvent déclenchés par des mouvements de plaques tectoniques, on pense que les tremblements de Mars résultent du refroidissement et de la contraction de l'intérieur de la planète. Il est intéressant de voir à quel point les deux planètes sont similaires, et pourtant si différentes. Les anneaux emblématiques de Saturne pourraient détenir un secret lié au passé ancien de la Terre. Ces anneaux sont principalement composés de particules de glace et de débris, et sont estimés être relativement jeunes à l'échelle cosmique, seulement quelques centaines de millions d'années environ. Maintenant, certaines théories avancent qu'ils seraient nés après une catastrophe de grande ampleur. La collision de deux grandes lunes, ou la désintégration d'une comète, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que cette chronologie coïncide avec l'âge de l'extinction des dinosaures sur Terre. Y aurait-il un lien? Qui sait?
Au fait, bien que Saturne remporte le gros lot pour ses anneaux, elle n'est pas la seule planète de notre système solaire à en avoir. Jupiter, Uranus et Neptune ont également leurs propres ensembles d'anneaux, bien qu'ils ne soient peut-être pas aussi visibles et impressionnants que ceux de Saturne. Cependant, il y a quelque chose par laquelle Saturne se distingue vraiment, le magnifique hexagone de son pôle nord. C'est une figure colossale à 6 côtés. Et chaque côté de cette structure incroyable mesure environ 14 500 km de long, soit 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Les scientifiques ne sont pas certains de comment cet hexagone s'est formé ni pourquoi. Ils pensent que cela pourrait être dû à des vitesses de vent variables. Ou peut-être est-il façonné par un jet stream localisé, lent et sinueux. Pour le moment, il demeure un autre des mystères de Saturne. Tout comme l'hexagone de Saturne, Jupiter a aussi sa propre tache étrange. On l'appelle la Grande Tache Rouge. Il s'agit d'une tempête qui fait rage depuis au moins 350 ans et qui est à plus grande que la Terre elle-même. Malgré son nom, la couleur de ce point a varié au fil des ans, allant du rouge brique au rose saumon pâle. Les scientifiques continuent d'étudier cette tempête tenace, perçant les mystères de sa persistance et de ses volutes changeantes. Sur le plan météorologique, la Grande Tache Rouge est un véritable épicentre. Elle génère une énorme pression dans l'hémisphère sud de Jupiter. Pendant ce temps, Jupiter elle-même n'est pas en reste en ce qui concerne les champs magnétiques. Son influence est colossale. Elle s'étend bien au-delà de la planète elle-même et crée l'un des champs magnétiques les plus vastes et les plus puissants de notre système solaire. À cause de cela, Jupiter est une source de radiation intense et de fascinantes aurores, alors que les aurores boréales de la Terre sont à couper le souffle. Jupiter a aussi quelque chose à offrir. Son champ magnétique interagit avec les particules chargées provenant des lunes de Jupiter et du vent solaire. Cela crée des aurores visuellement frappantes au niveau de ses pôles. Cependant, par rapport à la Terre, l'échelle de ces aurores est phénoménale. Rien de comparable à ce que nous observons sur notre planète. Mais même ce type de grande tache n'est pas une caractéristique unique au sein de notre système solaire. La géante orageuse, Neptune, la 8e et la plus éloignée des planètes du Soleil, a aussi sa propre grande tache sombre. Tout comme avec Jupiter, c'est un immense vortex au beau milieu de l'atmosphère de Neptune. Mais contrairement à son homologue jupitérienne, cette tache a tendance à apparaître et disparaître en raison de la météo dynamique et extrêmement changeante de Neptune. Neptune, tout comme Uranus, est une autre géante glacée. Et tout comme les autres géantes, elle possède certains des vents les plus violents de notre système solaire. Ces courants supersoniques peuvent atteindre une vitesse supérieure à 1900 km/h. Et oui, ça ne rigole pas. Mais cela explique ces épaisses formations nuageuses. Au fait, si vous avez déjà rêvé d'une planète où il pleut des diamants, vous pourriez être intéressé par cette planète. Profondément dans l'atmosphère de Neptune, où les pressions sont extrêmes, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les atomes de carbone seraient si comprimés qu'ils en forment des diamants. Ces diamants pourraient ensuite s'abattre comme une pluie. Quelle touche unique pour un bel orage! Les lunes de Neptune ont hérité de leurs parents cette météo étrange. Par exemple, sa plus grande lune, Triton, présente une touche de cryovolcanisme. Au lieu de vomir des roches en fusion comme les volcans terrestres, les cryovolcans de Triton éclatent avec un mélange d'eau, d'ammoniac et d'azote. Cela s'apparente à des geysers de glace projetant leur matière dans l'espace. On dirait que, dans notre seul système solaire, chaque planète a ses propres particularités fascinantes. Espérons que nous découvrirons d'autres choses intéressantes dans l'espace avoisinant à l'avenir. Le voyage spatial a beaucoup évolué depuis le lancement de Spoutnik en 1957. Depuis lors, nous avons envoyé des humains sur la Lune, établi la Station spatiale internationale, et même envoyé des engins robotisés pour explorer d'autres planètes. Mais nous avons encore pas mal de choses à découvrir et à accomplir. Quels sont nos projets actuels ? Quelle technologie sommes-nous en train de développer et qu'attend l'humanité au cours des 100 prochaines années? Nous allons voir ça, d'accord? Tout d'abord, l'intelligence artificielle. Petite anecdote, c'est exactement comme ça que mon prof d'histoire qualifiait mon intellect quand j'étais au lycée. Depuis un moment, l'humanité s'est engagée dans le développement de l'intelligence artificielle. Et nous avons déjà réalisé quelques belles percées dans ce domaine. Avec l'aide de l'IA, nous allons pouvoir explorer le cosmos comme jamais auparavant. Réfléchissez-y, l'IA peut automatiser des tâches telles que la planification des missions et l'analyse des données.
Désormais, les astronautes humains peuvent se concentrer sur des choses plus importantes, comme la recherche d'astronautes non humains. De plus, l'IA peut contrôler des navettes spatiales à distance, ce qui réduit les risques d'accident. Et ce n'est pas tout. Cette technologie nous offre aussi des perspectives incroyables, auxquelles les humains n'auraient peut-être pas pensé tout seuls. L'IA pourra également nous aider à comprendre les données collectées par les sondes spatiales. En bref, utiliser l'IA dans l'exploration spatiale nous permettra d'en apprendre davantage sur le cosmos et rendra la discipline plus efficace et moins coûteuse. Mais ce n'est pas la seule chose qui nous aidera à conquérir l'espace. Nous avons aussi les fusées réutilisables. Fini les fusées à usage unique. Aujourd'hui, ces fusées prennent le dessus dans l'industrie spatiale. Non seulement elles permettent d'économiser de l'argent, mais elles rendent aussi les voyages accessibles à un plus grand nombre de personnes et d'organisations. La société SpaceX a déjà créé tout un tas de fusées réutilisables, comme le Falcon 9 et le Falcon Heavy, et ils ont accompli de nombreuses missions vers la Station spatiale internationale et même au-delà. Blue Origin a également fait d'énormes progrès dans la technologie des fusées réutilisables avec son New Shepard. Il prévoit même d'emmener très bientôt des touristes dans l'espace. Bien, donc ces technologies géniales nous aideront à progresser. Mais que ferons-nous ensuite? Et pourquoi pas quelques colonies dans le système solaire? La colonisation de l'espace, quelle super idée. La possibilité d'établir des colonies sur d'autres planètes, Mars par exemple, est un rêve qui nous captive depuis des décennies. Et maintenant, c'est à notre portée. Mais avant de faire nos bagages, nous devons régler quelques problèmes. Pour commencer, se rendre sur Mars n'est pas une mince affaire. C'est un long voyage qui pourrait prendre des mois, voire des années. Nous devons donc d'abord découvrir comment rester en bonne santé lors d'une telle traversée. Une fois sur place, d'autres défis nous attendront. Les radiations et les fluctuations de température ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Vivre et travailler dans l'espace n'est pas facile. Nous devrons nous assurer que tout le monde a ce dont il a besoin. Ce n'est pas comme si on pouvait simplement se rendre chez l'épicier pour faire ses courses. Nous devrons donc construire des systèmes qui fourniront de la nourriture et de l'eau, créer des moyens de transport et maintenir tout ça en bon état. Et n'oublions pas la chose la plus importante, l'argent. Construire et entretenir une colonie au-delà de la Terre est loin d'être aisé. Il nous faudra beaucoup de ressources et une coopération de tous les instants pour y parvenir. Mais vivre dans l'espace nous apportera beaucoup. Les scientifiques auront un super terrain d'étude pour la recherche et l'exploration. Nous pourrons en savoir plus sur l'univers et sur notre place en son sein. Nous pouvons donc nous permettre de rêver. Le défi est de taille, mais les gains sont inestimables pour l'humanité. C'est pourquoi des entreprises privées et des agences spatiales travaillent dur sur le développement de la vie sur Mars. Ils songent même déjà à terraformer la planète rouge. Nous allons parler de ça. La terraformation, c'est transformer une planète stérile et inhospitalière en un paradis habitable. Ça semble sortir tout droit d'un roman de science-fiction, pas vrai? Eh bien, croyez-le ou non, à l'aide de technologies avancées et de beaucoup de ressources, nous pourrions potentiellement transformer les déserts martiens en de magnifiques territoires accueillants. Mais là aussi, il nous faudra d'abord franchir quelques obstacles. La terraformation n'est pas un processus rapide. Il faut énormément de temps et de ressources pour modifier une planète de manière significative. Il existe également quelques dilemmes éthiques. Si nous commençons à changer l'écosystème martien, nous pourrions potentiellement éliminer toutes les formes de vie existantes. Imaginez si quelqu'un faisait ça chez nous. En fait, nous le faisons déjà à nous-mêmes. Et enfin, il y a le coût. La terraformation coûte énormément d'argent, et on ne sait pas encore qui paiera la facture. Cela nécessitera probablement la coopération de plusieurs pays et organisations. Mais même avec ces difficultés, cela reste un beau rêve. Et qui sait? Peut-être qu'un jour nous pourrons transformer Mars en une superbe destination de vacances. Et ce n'est que le début, car nous ne nous arrêterons pas à Mars. Notre prochain objectif, ce seront les astéroïdes et autres corps célestes. Imaginez ça, vous flottez dans votre combinaison spatiale, travaillant sur un astéroïde pour y recueillir de précieuses ressources. Vous tombez sur de l'or, ou sur une jolie veine de platine, puis retournez sur Terre pour le vendre et faire fortune. Avec cet argent, vous financez encore plus d'expéditions, et vous devenez un magnate de l'espace. Plus sérieusement, l'exploitation minière spatiale pourrait changer la donne pour notre développement et notre économie.
Imaginez pouvoir extraire de l'eau sur des astéroïdes et alimenter des colonies dans tout le système solaire. Ou récupérer des minéraux pour l'industrie des hautes technologies. Les bénéfices seraient immenses. Bien sûr, il y a là aussi de grands défis. Nous devrons apprendre à extraire de manière durable les ressources de ces astéroïdes. Et aussi nous assurer que cette exploitation minière se fasse de manière éthique. Mais, une fois réglés ces quelques points, nos vies changeront pour toujours. Alors au travail. Et viendra le jour où nous aurons tout extrait. Que ferons-nous alors? Nous pourrions aller voir ce qui se trouve au-delà du système solaire. Voyager vers les étoiles à la recherche de la vie. Nous avons déjà fait d'incroyables découvertes dans ce domaine. Par exemple, les atterrisseurs Viking de la NASA et la sonde spatiale Galileo nous ont donné quelques indices. En outre, en 2022, nous avons trouvé des traces de matière organique dans des anciens lacs martiens. Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais Mars pourrait bien avoir été un jour aussi fertile que la Terre. Mais nous savons tous que le véritable défi se trouve au-delà de notre système solaire. Nous avons déjà découvert des milliers d'exoplanètes. Et certaines d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de leurs étoiles, ce qui signifie qu'elles pourraient potentiellement abriter la vie. Notre prochaine étape est donc d'envoyer des sondes ou même des humains là-bas. Imaginez être la première personne à poser le pied sur une autre planète. Découvrir une vie microbienne ou peut-être même une civilisation avancée. Tout un monde complètement nouveau. Et peut-être qu'un jour, voyager vers un autre système stellaire sera comme un voyage d'un pays à un autre. Sauf qu'au lieu d'un minivan, vous serez dans un vaisseau spatial. Et au lieu de vous arrêter à une aire de repos, vous vous arrêterez sur une nouvelle planète. Plutôt génial, n'est-ce pas? Nous avons quelques idées sur la façon dont nous pourrions faire du voyage interstellaire une réalité. Une possibilité est l'utilisation des trous de verre. Ces tunnels hypothétiques dans l'espace-temps pourraient nous permettre de parcourir de vastes distances en un temps très bref. Une sorte de raccourci, sauf qu'au lieu de couper à travers le jardin d'un voisin, vous couperiez à travers le tissu de l'univers. C'est fou, non? Une autre option est la propulsion par antimatière. Cela implique l'utilisation d'antimatière, qui est un peu l'inverse de notre matière habituelle, comme carburant pour vaisseau spatial. Lorsqu'elle entre en contact avec la matière normale, elle libère une énorme quantité d'énergie. Imaginez le réservoir de votre voiture rempli d'antimatière au lieu d'essence. Le voyage serait vraiment puissant. Bien sûr, il nous reste encore beaucoup de défis à surmonter avant que le voyage interstellaire devienne une réalité. Mais nous espérons qu'un jour nous pourrons tous faire nos valises, pour monter à bord d'un vaisseau qui nous emmènera vers les étoiles. Quoi qu'il en soit, l'avenir du voyage spatial est prometteur. La technologie avance à pas de géant et nous sommes impatients de voir tout ce que l'avenir nous réserve.